16 décembre 1944. Tôt le matin, Monschau, Allemagne. La terre gelée tremblait tandis qu'une autre salve d'artillerie américaine hurlait au-dessus des têtes. Mais quelque chose était différent ce matin-là. Terriblement, incompréhensiblement différent. Les obus ne frappaient pas le sol ni les arbres. Ils explosaient en plein ciel, précisément au-dessus des positions allemandes en progression, créant une pluie mortelle de fragments d'acier contre laquelle aucun trou de combat ne pouvait protéger. Parmi la 326e division de grenadiers du peuple attaquant les positions du 38e escadron de cavalerie, des soldats qui avaient survécu des années sur le front de l'Est rencontrèrent quelque chose qui défiait leur compréhension de la guerre. Ce n'étaient pas les schémas d'artillerie qu'ils connaissaient, les impacts prévisibles, les zones sûres, la valeur protectrice des retranchements. C'était la mort délivrée d'en haut, avec une précision mathématique. À ce moment-là, le colonel Oskar Alfred Axelsson du 406e groupe d'artillerie venait de prendre l'une des décisions non autorisées les plus lourdes de conséquences de la bataille des Ardennes. Contre les ordres en vigueur, sans permission du commandement supérieur, il avait ordonné à ses artilleurs de charger des obus équipés du secret le plus étroitement gardé de l'arsenal allié, les fusées de proximité. Ces dispositifs, contenant des systèmes radars miniatures capables de détecter leur distance par rapport aux cibles et d'exploser à la hauteur optimale, allaient multiplier la létalité de l'artillerie par un facteur de 50. Les mathématiques de la mort étaient sur le point d'être réécrites dans les forêts gelées des Ardennes. Ce que les soldats allemands ne pouvaient pas savoir, c'est qu'ils venaient de rencontrer une arme si révolutionnaire qu'elle allait transformer non seulement cette bataille, mais la nature même de la guerre. La tempête déchaînée. L'opération Wacht am Rhein avait commencé avec d'immenses promesses pour la Wehrmacht. Le dernier pari d'Hitler impliquait 200 000 soldats allemands, 1000 chars et près de 2000 pièces d'artillerie, tous massés en secret à travers les Ardennes enveloppées de brouillard. Le Führer avait assuré à ses généraux que cette offensive diviserait les armées alliées et reprendrait Anvers, renversant le cours d'une guerre qui glissait inexorablement vers la défaite. Le bombardement initial à 5h30 le 16 décembre avait obtenu une surprise tactique complète. L'artillerie allemande tirait à un rythme de 1600 obus par minute le long du front de 137 km. Le renseignement américain avait échoué de façon catastrophique. Il n'avait pas détecté le massif rassemblement de troupes et de nombreuses unités de première ligne étaient soit des remplaçants inexpérimentés, soit des vétérans épuisés envoyés dans ce secteur calme pour se reposer. Mais à Monschau, le colonel Axelsson faisait face à une situation tactique impossible. Le 38e escadron de cavalerie, une petite unité de reconnaissance, était submergé par des forces allemandes supérieures. L'artillerie conventionnelle ne pouvait pas arrêter l'assaut. En désespoir de cause, Axelsson prit sa décision historique: déployer les obus secrets à fusée de proximité sans autorisation. Il ferait plus tard face à une potentielle cour martiale pour ce choix, mais à ce moment-là, il reconnut que suivre les ordres signifiait une défaite certaine. L'effet fut immédiat et dévastateur. Les soldats allemands avançant en formation d'assaut traditionnelle se retrouvèrent soudain sous un type de feu qu'ils n'avaient jamais connu. Les obus explosaient à 9 à 15 mètres au-dessus d'eux. Chaque détonation créait un cône de fragments qui couvrait une zone bien plus vaste que les obus conventionnels explosant au sol. Les vétérans, qui savaient comment se mettre à couvert de l'artillerie normale, étaient fauchés dans leurs trous de combat, derrière les arbres, dans les fossés, partout où ils cherchaient refuge. La science secrète de la mort. La fusée de proximité représentait la convergence de l'innovation scientifique américaine et de la capacité industrielle à leur apogée absolu. Contrairement aux obus conventionnels qui nécessitaient un impact direct, ou aux fusées à retardement qui explosaient souvent à de mauvaises hauteurs, la fusée de proximité contenait un système radar autonome pas plus grand qu'une boîte de conserve. À l'intérieur de chaque fusée, les ingénieurs américains avaient entassé 130 composants électroniques, dont 4 ou 5 tubes à vide miniatures, selon le modèle, capables de résister à l'incroyable force de 20 000 fois la gravité terrestre lors du tir depuis une pièce d'artillerie. La physique impliquée était stupéfiante. Au moment du tir, l'accélération écrasait une ampoule de verre contenant un électrolyte, créant une batterie qui alimentait le minuscule radar pendant la durée du vol de l'obus. Le docteur Merle Tuve, au laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, avait dirigé ce développement avec une intensité digne du projet Manhattan. Le laboratoire, déguisé en concession automobile d'occasion abandonnée à Silver Spring, dans le Maryland, employait 3% de tous les physiciens américains au pic de production.
La sécurité égalait celle du programme de la bombe atomique. Les travailleurs ne pouvaient pas discuter de leur travail, même avec leur famille, et chaque fusée portait un numéro de série unique pour le suivi. Le défi technique avait semblé insurmontable. Les tubes à vide, conçus pour les radios de salon, devaient être entièrement repensés pour survivre aux tirs depuis des canons. Ils devaient fonctionner tout en tournant à des vitesses de rotation extrêmes, marcher dans toutes les conditions météorologiques et être suffisamment sensibles pour détecter les cibles sans détonation prématurée. La percée vint grâce à des techniques de miniaturisation qui allaient plus tard révolutionner l'industrie électronique. Les tubes du docteur James Van Allen n'étaient pas plus grands que des gommes de crayon, mais contenaient tous les éléments des tubes radio conventionnels. En décembre 1944, les usines américaines produisaient 40 000 fusées de proximité par jour. Plus de 100 entreprises contribuaient à l'effort, de RCA et General Electric à Sylvania et Crossley Corporation. Le coût du programme atteignit 1 milliard de dollars en valeur des années 40, second seulement après le projet Manhattan dans les dépenses de guerre. Crise d'autorisation et expansion. L'utilisation non autorisée d'Axelson le 16 décembre créa une crise de commandement immédiate. Il avait violé les ordres directs restreignant les fusées de proximité à l'usage anti-aérien, par crainte que des exemplaires capturés puissent être rétroconçus par les Allemands. Mais l'efficacité dévastatrice à Muncho était indéniable. L'attaque allemande avait été stoppée net avec des pertes qui choquèrent les deux camps. La nouvelle de l'impact de l'arme atteignit rapidement le quartier général suprême. Le général Eisenhower, reconnaissant la situation désespérée qui se développait à travers les Ardennes, demanda formellement l'autorisation le 19 décembre. Le 21 décembre, toutes les restrictions furent levées et les fusées de proximité furent autorisées pour l'usage général au combat terrestre sur l'ensemble du champ de bataille des Ardennes. La distribution rapide qui suivit démontra la supériorité logistique américaine. En quelques jours, des obus à fusées de proximité étaient livrés aux unités d'artillerie dans toutes les Ardennes. Le 463e bataillon d'artillerie de campagne parachutiste à Bastogne reçut son allocation juste au moment où l'anneau allemand se refermait autour de la ville. Le 420e bataillon d'artillerie de campagne blindé, avec leurs obusiers automoteurs M7 Priest, commença à les utiliser pour défendre les approches nord-ouest. Le 969e bataillon d'artillerie, une unité afro-américaine commandée par le lieutenant-colonel Hubert D. Barnes, les employa avec un effet dévastateur au sud-ouest de Bastogne. Chaque unité découvrit la même vérité. Les fusées de proximité transformaient l'artillerie d'une arme de soutien en un outil décisif sur le champ de bataille. Les observateurs avancés n'avaient plus besoin d'ajuster soigneusement le tir. Les fusées trouvaient leur propre point de détonation optimal. Les exigences de précision diminuaient, tandis que la létalité augmentait de façon exponentielle. Bastogne. Encerclé mais supérieur. Le siège de Bastogne fournit la démonstration parfaite des fusées de proximité en guerre défensive. La 101e division aéroportée, complètement encerclée et en infériorité numérique, tenait le carrefour vital contre des assauts allemands répétés. Leur soutien d'artillerie comprenait le 463e bataillon d'artillerie de campagne parachutiste, équipé d'obusiers de montagne de 75 mm, capables de tirer des obus à fusée de proximité. Entre le 19 et le 31 décembre, le 463e tira exactement 7676 obus, selon les registres officiels de l'unité. Bien que tous n'aient pas été équipés de fusées de proximité en raison de l'approvisionnement limité, ceux qui l'étaient eurent des effets psychologiques et physiques dévastateurs. Les formations d'assaut allemandes fondaient simplement sous les barrages d'explosions aériennes, des pelotons entiers éliminés en quelques secondes. L'attaque du 22 décembre, suivant la célèbre réponse « Nuts » du général McAuliffe à la demande de reddition allemande, mit en valeur l'efficacité de l'arme. L'infanterie allemande, avançant à travers des champs couverts de neige en formation traditionnelle, fut prise à découvert. Les obus à fusée de proximité explosèrent au-dessus d'eux avec un timing précis, créant des schémas de destruction qui se chevauchaient et ne laissaient aucune zone sûre. Le 969e bataillon d'artillerie, entièrement afro-américain, joua un rôle tout aussi crucial. Leurs obusiers de 155 mm créèrent un anneau de mort autour du périmètre de Bastogne que les forces allemandes trouvèrent impénétrable. Les obus plus gros, explosant à 15 mètres, couvraient des zones encore plus grandes de fragments mortels. Les prisonniers allemands rapportèrent plus tard que les unités attaquantes perdaient souvent leur cohésion avant même d'atteindre les lignes américaines, les soldats fuyant les explosions aériennes incompréhensibles. Le massacre de la Sûre.
La démonstration la plus minutieusement documentée de la létalité des fusées de proximité eut lieu à la rivière Sûre, près d'Echternach, les 25 et 26 décembre. Le général George S. Patton, dont la 3e armée progressait vers le nord pour libérer Bastogne, fut personnellement témoin de cet engagement et le consigna dans ses mémoires, La guerre comme je l'ai connue. Un bataillon allemand tentant de traverser la rivière partiellement gelée croyait être caché par l'obscurité et le brouillard des observateurs américains. L'artillerie traditionnelle aurait nécessité un ajustement soigneux du tir, donnant aux Allemands le temps de compléter leur traversée ou de chercher un abri. Mais les obus à fusée de proximité n'avaient pas besoin d'un tel ajustement. Patton écrivit « Nous avons surpris un bataillon allemand traversant la Sûre. Les nouvelles munitions à fusée de proximité étaient dévastatrices. Les obus explosaient dans les airs au-dessus d'eux. Ils n'avaient nulle part où courir. La rivière derrière eux, notre feu devant et au-dessus. Quand le tir cessa, nous comptâmes 702 corps. » Ce chiffre, 702 tués par comptage réel, représente l'un des rares chiffres de pertes précisément documentés de l'emploi des fusées de proximité. L'efficacité mathématique était brutale. Un bataillon entier cessa essentiellement d'exister en quelques minutes, sans aucune possibilité de fuite ou de défense. L'impact psychologique se répandit dans toutes les unités allemandes du secteur, les soldats refusant les ordres de traverser les rivières. La guerre en forêt transformée. Les forêts denses des Ardennes, sur lesquelles les Allemands comptaient pour se dissimuler, devinrent des pièges mortels quand les fusées de proximité entrèrent dans l'équation. En terrain découvert, une fusée de proximité explosant à 9 à 15 mètres était déjà assez mortelle. Mais en forêt, les effets se multipliaient de façon exponentielle. Les explosions aériennes brisaient les branches d'arbres, créant des milliers de projectiles de bois supplémentaires. Ces éclats, certains aussi longs qu'un bras d'homme, voyageaient à des centaines de mètres par seconde avec un effet mortel. Les positions défensives traditionnelles, se mettre à couvert derrière de gros arbres, creuser des trous de combat sous les systèmes racinaires, devinrent inutiles. Les fragments et les éclats venaient d'en haut, annulant des siècles de sagesse tactique sur le combat en forêt. Les unités d'artillerie américaines reconnurent rapidement cet effet multiplicateur. Un seul obus de 155 mm à fusée de proximité explosant au-dessus de la canopée forestière pouvait nettoyer une zone de la taille d'un court de tennis de tout être vivant. La combinaison des fragments métalliques de l'obus et des éclats de bois des arbres créait une zone de mort à 360 degrés, qu'aucune habileté tactique ne pouvait éviter. Les unités allemandes entraînées au combat en forêt trouvèrent leur expertise sans valeur. Se disperser pour éviter les pertes concentrées rendait les unités vulnérables aux effets de zones étendues. Se regrouper pour un soutien mutuel signifiait que des escouades entières pouvaient être éliminées par des obus isolés. Il n'y avait pas de réponse tactique correcte à cette nouvelle menace. La suprématie technique en action. La fusée de proximité fonctionnait selon des principes qui semblaient relever de la science-fiction pour les soldats des années 40. Chaque fusée contenait un minuscule émetteur radio fonctionnant à 180 à 220 MHz, envoyant continuellement des ondes qui se réfléchissaient sur les objets, le sol, les arbres, les véhicules, les corps humains. À mesure que l'obus approchait de sa cible, le signal réfléchi se renforçait. Quand il atteignait une intensité prédéterminée correspondant à la hauteur d'explosion optimale, un interrupteur électronique déclenchait la détonation. Le système entier devait fonctionner dans des conditions qui auraient détruit l'électronique normale. Pendant le tir, l'accélération atteignait 20 000 fois la gravité terrestre, assez pour écraser un corps humain à une épaisseur microscopique. Les obus tournaient à des vitesses créant des forces centrifuges massives. Les températures allaient de la chaleur du canon de 1650 degrés Celsius à des conditions sous zéro au sommet de la trajectoire. Pourtant, les délicats tubes à vide, protégés par des systèmes d'amortissement innovants, survivaient et fonctionnaient avec plus de 80% de fiabilité. Les hauteurs d'explosion optimales avaient été déterminées par des tests approfondis au terrain d'essai d'Aberdeen. Pour les obusiers de 105 mm, la pièce d'artillerie divisionnaire standard, 9 mètres, s'avéra idéale. Les canons de 155 mm atteignaient une létalité maximale à 15 mètres. Les rares obus de 240 mm créaient des effets dévastateurs à plus de 20 mètres, capables de nettoyer des carrés de grille entiers de forces ennemies. Cette supériorité technologique se traduisait directement en domination sur le champ de bataille. Les études montrèrent que les fusées de proximité augmentaient la létalité de 5 à 10 fois par rapport aux obus conventionnels. La zone de fragments mortels augmentait d'un facteur de 50.
Les applications antiaériennes montraient des améliorations encore plus spectaculaires. L'abattage des bombes volantes V1 passa de 17% à 79% de taux de réussite en quelques semaines après le déploiement des fusées de proximité. Échec du renseignement et confusion allemande. L'échec du renseignement allemand concernant les fusées de proximité s'avéra catastrophique. En décembre 1944, les forces de la Wehrmacht envahirent un dépôt de munitions américain, capturant environ 20 000 obus à fusées de proximité. Cette aubaine en matière de renseignement aurait dû mener au développement immédiat de contre-mesures. Au lieu de cela, les experts techniques allemands examinèrent les fusées capturées et les déclarèrent impossibles. La présence de tubes à vide dans un obus d'artillerie contredisait tout ce que les ingénieurs allemands croyaient sur l'électronique et la balistique. Ils conclurent que les Américains utilisaient une forme de détection magnétique ou que les composants visibles étaient des leurres cachant le vrai mécanisme. Cet échec provenait en partie d'un aveuglement institutionnel. L'Allemagne avait en fait mené le développement des fusées de proximité avant la guerre. Rheinmetall Borsig et AEG Berlin avaient des prototypes fonctionnels en 1940. Mais l'ordre d'Hitler annulant tous les projets d'armes nécessitant plus de 6 mois de production avait mis fin au programme. Les ingénieurs allemands ne pouvaient pas croire que les Américains avaient résolu des problèmes qu'eux-mêmes avaient abandonnés. L'ironie s'approfondit quand on considère les capacités techniques allemandes. Leurs fusées de proximité électrostatiques montraient 95% de fiabilité dans les tests, utilisant les changements de capacité électrique plutôt que le radar. Si le développement avait continué, l'Allemagne aurait pu déployer des fusées de proximité dès 1941. Hermann Göring admettrait plus tard lors d'un interrogatoire que les fusées allemandes étaient à 3 ou 4 mois de la production quand la guerre prit fin. La catastrophe de Noël. Le 25 décembre 1944 n'apporta aucun répit de fête. Les unités allemandes tentant d'utiliser Noël pour le réapprovisionnement et la réorganisation découvrirent que les fusées de proximité ne reconnaissaient aucun cessez-le-feu. Les cuisines de campagne, les convois de ravitaillement et les zones de rassemblement furent soumis à un bombardement dévastateur qui ne nécessitait aucun observateur avancé. Le 420e bataillon d'artillerie de campagne blindée tira à lui seul plus de 1000 obus le jour de Noël, la plupart à fusées de proximité. Leurs obusiers automoteurs M7 Priest délivraient un feu rapide et précis qui prit les unités allemandes complètement au dépourvu. La capacité de tirer efficacement sans observation, par mauvais temps, dans l'obscurité, transforma l'artillerie d'une arme de jour en une menace permanente. L'impact psychologique fut sévère. Les soldats allemands avaient appris à se déplacer par mauvais temps quand les avions alliés ne pouvaient pas voler et que les observateurs ne pouvaient pas les repérer. Les fusées de proximité éliminèrent ce sanctuaire. La mort pouvait arriver à tout moment, par tous les temps, sans autre avertissement que le bref sifflement des obus entrants. Malmedy et l'élite de Skorzeny. Le 21 décembre, les commandos d'élite du SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny tentèrent de capturer Malmedy. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, mais des troupes spécialement sélectionnées qui avaient libéré Mussolini, failli capturer Tito et infiltrer les lignes américaines en portant des uniformes américains. Ils représentaient le meilleur que l'Allemagne pouvait aligner. Ils rencontrèrent un feu d'artillerie dévastateur à fusées de proximité qui transforma leur déguisement américain davantage tactique en linceul. Les obus explosaient au-dessus d'eux avec une précision troublante, comme s'ils pouvaient détecter les imposteurs en dessous. Bien que les chiffres exacts des pertes restent contestés, l'attaque échoua de façon catastrophique avec de lourdes pertes qui mirent fin aux opérations offensives de Skorzeny. L'effondrement psychologique parmi les troupes SS d'élite s'avéra particulièrement significatif. Ces soldats, endoctrinés avec des croyances en la supériorité allemande et entraînés au plus haut standard, se trouvèrent impuissants face à la technologie américaine. Certains survivants auraient chargé directement vers les lignes américaines, préférant une mort rapide à un bombardement continu, un effondrement complet de la discipline militaire parmi les troupes les plus fanatiques d'Hitler. Réalisation industrielle. Le miracle de production derrière les fusées de proximité égala n'importe quelle réalisation industrielle de guerre. En décembre 1944, plus de 100 entreprises américaines s'étaient converties à la production de fusées. La Crossley Corporation abandonna la fabrication de réfrigérateurs pour l'assemblage de fusées. Emerson Radio se reconvertit de l'électronique domestique à la production d'armements. Sylvania, RCA et General Electric dédièrent des installations entières au programme.
Le contrôle qualité dépassait tout ce qui avait été tenté auparavant en production de masse. Chacun des 130 composants subissait des tests individuels. Chaque joint de soudure était inspecté sous grossissement. Des échantillons aléatoires étaient réellement tirés pour assurer la survie dans les conditions de combat. Le taux de rejet était impitoyable. Tout composant montrant une légère déviation était mis au rebut. La main-d'œuvre, principalement féminine, maintenait cette précision tout en travaillant des quarts de 12 heures 6 jours par semaine. Elle ne pouvait pas savoir ce qu'elle fabriquait en raison du cloisonnement de sécurité. Elle savait seulement que c'était vital pour l'effort de guerre. En décembre 1944, elle produisait une fusée de proximité toutes les 2 secondes, 24 heures sur 24. La réduction des coûts réalisée était remarquable. En 1942, chaque fusée coûtait 732 $, plus que le salaire annuel d'un ouvrier. En décembre 1944, la production de masse avait ramené les coûts à 18 $ l'unité tout en maintenant la qualité. Cette efficacité permit la production de 22 millions de fusées pendant la guerre, dont 200 000 déployées pendant la seule bataille des Ardennes. L'arithmétique de Patton. Le général Patton comprenait la valeur des fusées de proximité mieux que peut-être n'importe quel commandant. Sa 3e armée, progressant pour libérer Bastogne, les utilisa comme armes de percée. Son commandant d'artillerie, le général de brigade Edward Williams, développa de nouvelles tactiques spécifiquement pour l'emploi des fusées de proximité. Williams fut le pionnier de la concentration, temps sur objectif, utilisant les fusées de proximité. Plusieurs bataillons tirant simultanément pour que les obus arrivent ensemble. Quand des dizaines d'obus à fusées de proximité explosaient simultanément à la hauteur optimale, l'effet était apocalyptique. Les soldats allemands l'appelaient le glas de la mort. Dans la semaine entre le 22 et le 29 décembre, la 3e armée de Patton tira 50 000 obus à fusées de proximité. Les résultats furent décisifs pour briser la résistance allemande et ouvrir le corridor vers Bastogne. Patton lui-même écrivit « La drôle de fusée a gagné la bataille des Ardennes pour nous. » Elsenborn Ridge tient. La bataille d'Elsenborn Ridge démontra les fusées de proximité à leur efficacité maximale. Ici, les 2e et 99e divisions d'infanterie tenaient un terrain critique contre la 6e armée blindée SS, incluant la 1re division blindée SS Leibstandarte Adolf Hitler. Sur 3 jours, du 17 au 19 décembre, l'artillerie américaine tira 160 000 obus, dont environ 40 000 étaient à fusée de proximité. Ces 25% des obus représentèrent environ 60% des plus de 5000 pertes allemandes. Les mathématiques étaient indéniables. Les fusées de proximité multipliaient la puissance de feu américaine par un facteur de 4. Les attaques allemandes lancées à répétition sur les pentes forestières escarpées rencontrèrent des murs d'acier explosant dans les airs. Des compagnies entières disparurent en quelques secondes. Les corps s'empilèrent si haut que les vagues suivantes durent escalader leur propre mort. Après 3 jours, les attaques cessèrent. L'élite de la Waffen-SS avait été brisée par la technologie américaine. La destruction de l'opération Bodenplatte. Le 1er janvier 1945, la Luftwaffe lança l'opération Bodenplatte, 900 chasseurs attaquant les aérodromes alliés. La surprise fut totale, prenant de nombreux avions alliés au sol. Mais les pilotes allemands de retour rencontrèrent des murs de tir anti-aériens à fusées de proximité. Sur 277 avions allemands perdus ce jour-là, 172 tombèrent sous les canons anti-aériens, la plupart utilisant des fusées de proximité. Le taux de destruction stupéfia les 2 camps. Les pilotes allemands entraînés à éviter le tir anti-aérien prédictif découvrirent des obus explosant précisément là où ils causeraient un maximum de dégâts. La Luftwaffe, déjà paralysée, ne se remit jamais de ses pertes. Briser le secret. Début janvier 1945, maintenir le secret devint impossible. Trop d'obus avaient été tirés. Trop de soldats avaient été témoins de leurs effets. Le 6 janvier, le département de la guerre autorisa une divulgation limitée. Le New York Times rapporta l'existence d'un nouveau type d'obus d'artillerie qui multiplie l'efficacité des canons américains sans expliquer la technologie. Le renseignement allemand comprit finalement l'importance de l'arme trop tard. Un rapport du 10 janvier de l'armée étrangère Ouest déclarait « Les Américains possèdent une fusée d'artillerie radiocommandée qui fait exploser les obus à la hauteur optimale pour un effet antipersonnel. Cette arme a causé de graves pertes parmi nos forces dans les Ardennes. Aucune contre-mesure efficace n'existe. » Évaluation de l'impact stratégique. L'analyse d'après-guerre révéla l'impact décisif des fusées de proximité. Le maréchal Gerd von Rundstedt déclara «
La fusée de proximité fut décisive. Nos attaques échouèrent non pas à cause du courage américain, bien qu'il se soit bien battu, mais à cause d'une artillerie qui semblait avoir des yeux. Le général Hasso von Manteuffel, commandant de la 5e armée blindée, témoigna. L'artillerie américaine était la terreur de nos soldats, surtout les nouveaux obus qui explosaient dans les airs. Ils causaient la panique même parmi les troupes vétéranes. Les statistiques racontent l'histoire. 200 000 obus à fusée de proximité tirés, représentant environ 15 000 à 20 000 victimes allemandes, jusqu'à 20% des pertes allemandes totales. L'arme atteignit une efficacité 5 à 10 fois supérieure aux munitions conventionnelles, tout en ne nécessitant aucune observation avancée par mauvais temps. Le coût humain. Derrière chaque statistique se cachait une tragédie humaine. Les soldats allemands, dont beaucoup étaient des adolescents conscrits dans les dernières phases de la guerre, moururent de manière que la guerre traditionnelle n'avait jamais envisagée. Ils furent tués par des armes qui semblaient posséder une intelligence capable de les trouver où qu'ils se cachent. Les ouvriers de production américains payèrent leur propre tribut. Les accidents d'usine furent étouffés pour des raisons de sécurité. Les travailleurs de Crossley Corporation, Emerson Radio et d'autres installations souffrirent d'effondrements dus au stress et à l'épuisement. Ils produisirent des armes d'une létalité sans précédent, sans savoir ce qu'ils fabriquaient, portant ce fardeau dans un silence imposé. Pourtant, le calcul moral de la guerre n'est jamais simple. La bataille des Ardennes coûta 19 000 vies américaines. Sans les fusées de proximité, combien d'autres seraient morts? Combien de temps la guerre aurait-elle duré? Combien d'autres victimes de l'Holocauste auraient péri pendant que les batailles faisaient rage? Chaque jour où la guerre fut raccourcie sauva potentiellement des milliers de personnes dans les camps de concentration attendant la libération. Héritage technologique. Le programme de fusées de proximité généra des avancées qui transformèrent la technologie d'après-guerre. Les tubes à vide miniaturisés devinrent les fondations de l'électronique moderne. Les procédures de contrôle qualité établies pour la production des fusées devinrent des normes industrielles. Les méthodes organisationnelles coordonnant des centaines de fournisseurs furent pionnières de la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement. Le Dr James Van Allen appliqua son expertise en miniaturisation à l'instrumentation satellitaire, découvrant plus tard les ceintures de radiation de la Terre. Les principes radars évoluèrent vers les systèmes modernes. Le concept de capteurs autonomes prenant des décisions devint le fondement des missiles guidés et finalement de toutes les armes intelligentes. Chaque munition à guidage de précision aujourd'hui descend de la fusée de proximité. La première arme capable de percevoir son environnement et de choisir quand exploser. La révolution commencée dans les Ardennes continue sur les champs de bataille modernes, où les armes intelligentes dominent la guerre. Bilan final. La bataille des Ardennes se termina le 25 janvier 1945 avec les forces allemandes en pleine retraite. La dernière offensive d'Hitler avait coûté à l'Allemagne environ 100 000 victimes sans rien accomplir. Les pertes américaines totalisèrent 75 000, dont 19 000 tués. La fusée de proximité avait fait ses preuves non seulement comme arme, mais comme facteur décisif de victoire. L'évaluation du général Eisenhower, selon laquelle la possession allemande de fusées de proximité aurait pu rendre le jour J extrêmement difficile, peut-être impossible, souligne leur importance stratégique. Elle n'était pas simplement une amélioration de l'artillerie, mais une technologie révolutionnaire qui changea fondamentalement les mathématiques de la guerre. Les soldats allemands qui affrontèrent l'artillerie à fusées de proximité vécurent quelque chose de sans précédent. La mort délivrée par des obus qui semblaient intelligents, qui pouvaient les trouver n'importe où, qui transformaient l'air même en zone de mort. Leur expérience marqua la transformation de la guerre vers l'ère technologique. De la première utilisation non autorisée du colonel Gruber le 16 décembre 1944 jusqu'au déploiement systématique de 200 000 obus à travers les Ardennes, les fusées de proximité démontrèrent que l'innovation scientifique pouvait fournir un avantage militaire décisif. La convergence de la capacité industrielle américaine, du génie scientifique et de l'adaptation tactique créa une arme qui contribua à déterminer l'issue de la guerre. L'histoire de la fusée de proximité est finalement une histoire de transformation, technologique, tactique et humaine. Elle prouva que la démocratie industrielle pouvait produire des armes d'une efficacité dévastatrice, que l'innovation pouvait surmonter le désavantage numérique, que le camp avec une science supérieure l'emporterait probablement. Ces leçons façonnèrent non seulement le reste de la Seconde Guerre mondiale, mais toute la structure de la guerre qui suivit. Dans les forêts gelées des Ardennes, l'ère de la guerre technologique arriva véritablement.
Les mathématiques de la mort furent réécrites par de minuscules radars dans des obus d'artillerie, changeant à jamais la façon dont les humains font la guerre. Les soldats allemands qui moururent sous les explosions aériennes des fusées de proximité furent des victimes non seulement d'une bataille particulière, mais d'une révolution dans les affaires militaires qui continue de façonner notre monde aujourd'hui.